La 4ème République s'est terminée sur un échec. Instable. Beaucoup trop instable. Après un immense bain de sang induit par des centaines de têtes tranchées, parfois pour pas grand-chose, la République fait son arrivée en France dès septembre 1792. La République vous a manqué? Eh bien, elle est de retour avec Louis-Napoléon Bonaparte comme président. Alors là aussi pour changer, coup d'état et hop, on est au pouvoir du Second Empire. Léon Gambetta proclame donc la 3ème République depuis l'Hôtel de Ville de Paris. Le 10 juillet 1940, face à la fulgurante progression des Allemands, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain suite à sa propre recommandation en tant que président du Conseil. L'État français est né et sa devise est travail, famille, patrie. Un long travail se met en marche avec les Alliés pour libérer la France et faire fuir le régime de Vichy qui finit par s'exiler à Sigmaringen en Allemagne. La République n'a en effet jamais cessé d'exister, le régime de Vichy étant, comme dit précédemment, illégitime, nul et non avenu. L'essentiel du pouvoir est détenu par l'Assemblée nationale et si on ajoute à ça l'absence d'une majorité claire, on se retrouve avec un régime particulièrement instable. La guerre d'Algérie représente l'apogée de cette instabilité. La France devient ingérable, ce qui conduit le général de Gaulle à revenir sur le devant de la scène pour instaurer une 5ème République. Avec dignité, mais simplicité. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Je vous ai compris. Vive la République! Vive la France! Au revoir. Les gouvernements se succèdent et les décisions ne sont pas prises. Il est clairement impossible de former un pays dont le gouvernement change tous les 6 mois. Et encore, le record est de 2 jours lorsque Robert Schuman est nommé président du Conseil. Il faut donc prendre des mesures et c'est le général de Gaulle, héros de la Libération, qui revient sur le devant de la scène. La crise de mai 1958 liée au putsch d'Alger permet au général de devenir le président du Conseil en juin la même année. Le président du Conseil, c'est un petit peu le poste qu'occupe notre actuel Premier ministre. De Gaulle obtient rapidement la possibilité d'écrire une nouvelle constitution, et ça sans la mise en place d'une assemblée constituante. Le projet est ensuite présenté à la nation et approuvé par référendum. C'est la constitution du 4 octobre 1958 et forme la 5ème République. Bon, d'ailleurs, techniquement, la constitution de la 4ème République ne permettait pas de modifier la constitution par voie référendaire, ce qui rend d'une certaine manière la 5ème République non constitutionnelle. Autrement dit, c'est un quasi coup d'État opéré par De Gaulle, mais qui peut être rendu légitime car on a demandé à la nation par l'usage d'un référendum. Cette République a un seul objectif. Donner plus de pouvoir à l'exécutif et donc de la stabilité. La France, qui était dotée d'un régime parlementaire, devient ainsi un régime parlementaire à tendance présidentielle. Un président fort est nommé. Tout d'abord via des grands électeurs, puis rapidement par la population. Les Français peuvent ainsi nommer au suffrage universel direct leur président, qui est aussi le chef des armées selon l'article 15. Le président désigne ensuite un Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, et qui proposera le nom des ministres afin de former le dit gouvernement. L'Assemblée nationale, formée suite à l'élection des députés lors des législatives, émet ensuite un vote de confiance, ou pas, pour valider le choix du Premier ministre. Pour ce faire, le Premier ministre doit appartenir à la majorité de l'Assemblée nationale. Ça peut ne paraître qu'un détail, mais c'est ce qui a conduit à des cas de cohabitation entre un président et un gouvernement qui n'est pas de la même couleur politique. C'est ce qui conduit le président Chirac à limiter les mandats présidentiels à seulement 5 ans au lieu de 7. J'ai demandé qu'on fasse cela par référendum. Le quinquennat permet de synchroniser les élections présidentielles avec le calendrier législatif, ce qui évite les cas de cohabitation. Oui, la cohabitation Mitterrand-Chirac, puis Chirac-Jospin a quelque peu traumatisé. Niveau politique, le Premier ministre, chef du gouvernement, impose la cohérence ministérielle. Il impose ainsi la politique à suivre à ses ministres. Tout cela reste cependant soumis au regard du président, qui décide avec le Premier ministre de l'ordre du jour en Conseil des ministres. Vous comprenez peut-être un peu le problème que pose la cohabitation. Si l'un des 2 membres du couple exécutif est en profond désaccord, il peut tout bloquer. Bref, on n'avance plus. Le président garde ainsi le contrôle sur la politique générale du pays et assure sa continuité.
Il nomme les ambassadeurs, les recteurs, les magistrats ou encore les officiers des armées. Il peut aussi, si les événements sont suffisamment graves, demander des pouvoirs exceptionnels en utilisant l'article 16 de la Constitution. Cette procédure reste cependant très encadrée pour éviter des dérives comme en 1940. Maintenant, hors temps difficile, le président passe avant tout son temps à promulguer des lois émises par les deux chambres parlementaires que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi à guider le Premier ministre, s'il n'y a pas de cohabitation, afin d'appliquer son programme. Le président n'est pas seul aux commandes pour prendre des décisions. il est grandement aidé par le secrétaire général de l'Élysée. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, c'est Alexis Kohler qui est aux manettes. On dit souvent de lui qu'il est le véritable Premier ministre. Il agit dans l'ombre, mais donne des conseils directement au président. C'est dire s'il est influent. Dans l'ordre des présidents, on trouve bien évidemment Charles de Gaulle, qui a effectué 2 mandats, mais qui a aussi démissionné suite à un référendum perdu. Française, Français. Il est remplacé temporairement par Alain Poher, le président du Sénat. Oui, c'est le président du Sénat, le véritable numéro 2 de l'État. C'est donc à lui qu'incombe la tâche de remplacer le président en cas de démission ou de décès. Parlons d'essai, c'est justement ce qui arrive à Georges Pompidou, qui n'aura pas eu le temps de terminer son premier mandat. Il est donc remplacé par... Alain Poher. De nouvelles élections arrivent, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui gagne face à François Mitterrand. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Ce dernier prend ensuite sa revanche en 1981 et brigue de mandat. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Jacques Chirac arrive ensuite pour 12 ans. Un septennat, puis un quinquennat. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Et Nicolas Sarkozy lui succède sans que l'échiquier politique ne soit changé. Ce qui est assez rare. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Enfin, les socialistes reprennent le pouvoir avec François Hollande en 2012. Eh bien le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Et Emmanuel Macron en 2017 aux commandes de son propre parti nommé La République En Marche. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Nombreux sont les reproches portés sur la Ve République. Beaucoup critiquent le pouvoir trop important donné au président, ce qui d'une certaine manière peut nous positionner face à une sorte de monarchie républicaine. Cependant, elle a bien des vertus en créant un régime politique stable. Ce n'est qu'en regardant dans le passé que l'on peut voir qu'il s'agit du plus mauvais régime, à l'exception de tous les autres. Jamais un régime en France n'avait été aussi stable et démocratique en donnant le pouvoir à l'intégralité des habitants, peu importe le sexe. Les évolutions constitutionnelles sont permanentes. Entre 1960 et 2008, plus de 24 révisions sont survenues et seuls 30 articles sur les 92 originaux restent inchangés. On peut donc se demander si la qualification de 5e République a vraiment un sens et si nous ne sommes pas déjà dans une 6e République, voire plus. C'est tout pour moi, j'espère que vous aurez apprécié cette petite série de vidéos consacrée à l'histoire de la République en France. Si vous n'avez pas tout vu, aucun problème, il est encore temps de le faire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un j'aime et pourquoi pas de débattre dans les commentaires. A très bientôt sur Ostium.